La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du lundi 15 septembre 2025. Le titre du jour c'est la semaine des banques centrales. La semaine commence donc sous le signe des banques centrales, continue avec des banques centrales et se termine avec des banques centrales. Pendant que Jérôme Powell repasse son costume de funambule, la France a été punie par l'agence de notation Fitch pour avoir égaré sa boussole budgétaire et éclusé trop de premiers ministres en un temps record. Voilà ce qu'on va développer ce matin pour démarrer la semaine. Donc dans les jours qui viennent, vous allez manger de la Fed et moi aussi. Il va être assez difficile de se dépêtrer du poids de la décision de politique monétaire que la Banque centrale américaine doit rendre mercredi. Les traders, eux, ils sont sûrs à 96,2% que les taux directeurs américains vont baisser de 25 points de base pour passer de la fourchette 4,25 à 4,50% à la fourchette 4 à 4,25%. Le prix de l'argent aux États-Unis est actuellement le plus élevé parmi les grandes économies occidentales parce que la Fed n'a pas pu lancer de cycle de baisse de taux à cause d'une inflation qui était encore préoccupante ou à cause de sa nullité, selon Donald Trump. Bon, mais sans entrer dans ce débat, une baisse de taux viendrait renforcer le scénario préféré des investisseurs. Ils pensent que les marchés actions peuvent continuer à monter à certaines conditions, notamment si la Banque centrale introduit suffisamment de souplesse dans le système pour garantir à l'économie américaine de poursuivre son ascension sans laisser évidemment l'inflation déraper. Cet exercice d'équilibriste est loin d'être évident bien sûr, ce qui explique que le patron de la Fed va devoir sortir un discours de funambule mercredi en marge de la décision. Mais on va avoir le temps d'en reparler d'ici là. Plusieurs autres grosses banques centrales sont donc aussi sur le pont cette semaine, comme elles ont généralement déjà fait le job pour réduire leurs taux grâce à une inflation qui était plus faible qu'aux États-Unis, et bien plusieurs statu quo sont attendus. Seule la Banque du Canada devrait poursuivre sa baisse de taux pour ramener sa jauge de 2,75 à 2,50%. Comme je ne suis pas un spécialiste de l'économie canadienne, voici les explications assez limpides de l'économiste d'ING James Knightley sur cette prédiction concernant la Banque du Canada. L'économie canadienne, je le cite, est fortement exposée aux tarifs douaniers américains du président Donald Trump et la production s'est fortement contractée au deuxième trimestre, tandis que l'emploi a chuté pour un deuxième mois consécutif en août, faisant grimper le taux de chômage à 7,1%. L'inflation est globalement conforme à l'objectif, de sorte que la Banque du Canada dispose d'une marge de manœuvre pour rapprocher les taux du bas de la fourchette neutre perçue. Fin de la déclaration. Or, cette actualité très banco-centralisée, il est quand même difficile d'échapper depuis ce week-end à la dégradation de la notation crédit de la France par l'agence Fitch. Grâce à la magie du SEO, même la presse locale s'est emparée du sujet à grands coups de titres putassiers du genre perte du double A de la France, quelles conséquences pour votre portefeuille, ou perte du AA, la France peut-elle faire faillite? Plus sérieusement, Fitch considère que la solidité financière de la France continue à se dégrader, ça c'est pas vraiment une surprise et ça entraîne son déclassement d'un cran dans l'échelle de l'agence de AA- à A+. C'est un peu la conséquence de l'ensemble de l'œuvre politique française des dernières décennies, renforcée par le bordel récent. Grosso modo, si vous continuez à creuser votre déficit, mais que vous donnez l'impression de pouvoir y faire quelque chose, un jour, même si tout le monde sait que c'est faux, eh bien vous avez de bonnes chances de conserver votre notation crédit. Par contre, si la désorganisation et la perte de contrôle commencent à être trop visibles, eh bien pouf, le couperet tombe. Avec cette baisse de la notation crédit, la signature de la République française devient moins solide, et ça signifie principalement qu'elle risque d'emprunter plus cher, ce qui n'est pas une super nouvelle quand on est sous perfusion d'emprunt. Fitch souligne en plus que la marge de manœuvre de la France n'est pas folle, vu qu'elle affiche déjà le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé de l'UE, 45,6% du PIB, et des dépenses sociales très élevées, 32% du PIB. Bon alors A+, ça reste quand même une très bonne notation, mais c'est la trajectoire plus que le niveau qui est inquiétante. Tiens, d'ailleurs dans le même temps, S&P a relevé la note de l'Espagne à A+, ISO avec la France donc, et Fitch a relevé celle du Portugal à A-, ça c'est pour saluer les efforts des pays du sud de l'Europe qui sont enfin payants. Le coût de la dette française n'a pas beaucoup décalé après l'annonce de Fitch, une partie de la dégradation était déjà intégrée dans la prime de risque, mais prudence quand même, parce que ce genre de poison met du temps à infuser et complique toute l'équation économique hexagonale, évidemment. Les autres infos à ne pas rater pour bien démarrer la semaine. D'abord, les États-Unis et la Chine ont repris leurs négociations sur leurs relations commerciales futures et tumultueuses. Histoire de démarrer sur de bonnes bases, Pékin a lancé une enquête officielle sur les puces importées des États-Unis. La Chine toujours, où les dernières statistiques sont vraiment faiblardes, l'investissement, la consommation et la production industrielle étaient inférieures aux attentes en août, c'est des données qui ont été publiées cette nuit. Dans le même temps, le secteur immobilier poursuit son chemin de croix. J'ai l'impression qu'on va assister au retour de la thématique la Chine va devoir stimuler son économie que les marchés actions adorent.
Autre actualité, un sommet des pays arabes et musulmans a été monté pour soutenir le Qatar après l'attaque d'Israël. Du côté de Donald Trump, on a pressé les pays de l'OTAN de cesser d'acheter du pétrole russe. La Maison-Blanche est en échec face à Vladimir Poutine et cherche des façons de peser à nouveau sur la Russie. Sur l'agenda macro, on a donc des banques centrales qui prennent le pouvoir. La Réserve fédérale américaine sera la plus suivie avec une baisse de taux d'1/4 de point attendue mercredi. On en a déjà parlé. Elle sera escortée par la Banque du Canada et la Banque du Brésil mercredi, par la Banque d'Angleterre jeudi et par la Banque du Japon vendredi. La position de la Banque d'Angleterre sera scrutée de près parce que la chancelière de l'échiquier Rachel Reeves pourrait avoir à trouver 4 milliards de livres pour équilibrer son budget si la Banque centrale cesse ses ventes de gilts. Côté entreprise, l'agenda est plutôt léger, on a un petit peu de FedEx, un soupçon d'Exor et une pincée de Bolloré et pas grand chose d'autre cette semaine. En Asie-Pacifique, ce matin, les parcours sont assez disparates. L'Australie et Taïwan démarrent la semaine en légère baisse de 0,2%. L'Inde est plutôt étale. La Chine, malgré les piètres statistiques du jour, est en hausse modérée, aussi bien d'ailleurs à Hong Kong que sur le continent. Le Japon est le plus fragant, avec une hausse de 0,9% pour le Nikkei 225, qui n'a baissé qu'une seule fois au cours des 9 dernières séances. Les indicateurs avancés européens, eux, ils sont plutôt haussiers. Je vais compléter ce début de chronique par un petit peu d'auto-promo. Si vous aimez les histoires sur le monde financier, je vous recommande chaudement notre nouveau podcast, La Finance Décomplexée. Au micro, on retrouve l'ami Thomas Veillet, le seul gars qui se lève encore plus tôt que moi pour décrypter le monde de la finance. C'est excellent et c'est au moins une fois par semaine. Vous pouvez la retrouver via le lien que je vous ai mis dans la chronique écrite et aussi sur toutes les bonnes plateformes de podcast comme Apple, Spotify ou encore Deezer. Parenthèse publicité terminée, on va passer sur l'actu des entreprises. En France d'abord, Airbus, Thales et Leonardo pourraient signer un premier accord cette année sur un partenariat dans le domaine des satellites, selon un dirigeant d'Airbus. Air Liquide envisage de vendre ses actifs dans le biométhane. L'Irak signe un contrat d'exploitation conjointe avec Total Energy et Qatar Energy LNG, a annoncé le Premier ministre irakien. Du côté de Bernard Arnault, le patron de LVMH, on n'est pas insensible à Armani après que le testament du styliste italien a indiqué que la société sera à terme cédée à un géant du luxe. S&P a relevé sa perspective sur la note A- de Bouygues de négative à stable. Veolia fournit des technologies de pointe pour le plus grand projet d'eau industrielle du Moyen-Orient en Arabie Saoudite. Virbac a publié un bénéfice en baisse au S1 et a confirmé ses objectifs annuels. Et BIC a annoncé 3 changements d'administrateur, dont son nouveau DG. Côté Europe, Sainsbury annonce la fin des discussions avec JD.com pour la vente d'Argos. Les actionnaires de Nestlé demanderaient la démission du président du conseil en raison de turbulences récentes au sein de la direction selon le FT. Rheinmetall rachète NVL, la branche militaire navale de l'Urson. ABN AMRO pourrait supprimer des emplois dans sa branche risque. Centrica et X-Energy ont signé un accord de développement conjoint pour développer les premiers réacteurs modulaires avancés du Royaume-Uni. La triple dose d'un médicament de Novo entraîne une perte de poids de 19% dans les derniers essais cliniques selon le FT. L'acquisition par Snam d'une part dans Open Grid Europe est retardée selon la presse italienne. Par ailleurs, Burkhardt Compression se renforce aux États-Unis et AstraZeneca renonce à agrandir son centre de recherche à Cambridge au Royaume-Uni. En Amérique du Nord, Brookfield AM est en pourparlers pour acheter Yes Communities, la société singapourienne GIC, dans le cadre d'une transaction de 10 milliards de dollars. C'est une information du FT. Toujours dans le FT, le président de Tesla affirme que la rémunération de 1000 milliards de dollars proposée à Musk le poussera à faire des choses impossibles. Le Wall Street Journal, lui, a appris que le PDG de United Health a rencontré le secrétaire général de la Maison-Blanche pour discuter de l'assurance maladie. Et toujours selon le Wall Street Journal, Corteva envisage de scinder ses activités semences et pesticides. Par ailleurs, CoreWave va annoncer des investissements supplémentaires au Royaume-Uni dès cette semaine et Robbie Walker, le responsable de l'IA et de la recherche chez Apple, quitte le fabricant de l'iPhone selon Bloomberg. Ailleurs dans le monde, CATL flambe de 7% à Hong Kong et touche un record depuis son IPO récente, elle date de mai dernier, et BYD, malmenée actuellement, annonce qu'elle répondra rapidement à une initiative de l'association chinoise des constructeurs automobiles qui appelle à des paiements rapides aux fournisseurs pour développer plus rapidement l'industrie automobile chinoise. C'est terminé pour ce premier point de marché de la semaine. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.